Il se repeint de son plus beau sourire. Alma dans la sphère, chapitre 20. Alma patiente derrière une camionnette blanche, à l'abri des regards. Elle observe le flux des employés du ministère, guettant son moment. Lorsqu'un groupe de 5 personnes se dirige vers la porte principale, elle sort de sa cachette et lui emboîte le pas. Dans le grand hall du ministère, elle suit le groupe en gardant ses distances pour qu'on ne la remarque pas. Elle jette tout de même un œil dans la direction de l'accueil. Un employé est au téléphone, les yeux rivés sur Jane. « Tout va bien », pense-t-elle. Arrivée à l'escalier, elle hésite. Aucun écriteau n'indique quoi que ce soit. Ici, il faut savoir exactement où on va et comment on y va, se dit-elle. Se diriger quelque part avec flegme devrait suffire à ce que personne ne lui pose de questions. Elle gravit les marches et décide de suivre au hasard une femme élégante, tailleur sobre et noir, cheveux tirés en chignon. Elle s'engage dans le grand espace du premier étage. À son passage, chaque employé la salue. Alma en conclut qu'il s'agit de quelqu'un d'important. La femme s'arrête au bureau d'une jeune employée, repliée sur son écran d'ordinateur. « Vous vous occuperez des avis d'affectation pour les pisteurs, s'il vous plaît. Je veux qu'ils soient sur le bureau de chacun avant la fin de l'hésychasme. »« Bien entendu, Zulma. Je veux dire, Madame Zulma. Ce sera fait, ils sont déjà imprimés. » répond l'employé en acquiesçant vigoureusement. Elle montre de sa main la pile de lettres juste à côté de son clavier. « Zulma suffira, » répond la femme, sévère. « Merci. » Alma s'est arrêtée à côté de la photocopieuse. Elle fait mine de s'intéresser à un document fraîchement imprimé, jetant un œil de temps en temps à la femme prénommée Zulma. Celle-ci précise à la jeune employée qu'elle ne tolérera plus de retard de la part du secrétariat général. « Vous êtes l'huile des rouages de la machine Scopt. Ce serait dommage qu'elle ne tourne pas parfaitement. » Elle opère un demi-tour et reprend les escaliers. Alma est glacée par cette femme autoritaire. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi charismatique. À part peut-être Vélie. Cette pensée lui pince le cœur. Elle espère que son mentor se porte bien. La jeune employée quitte son bureau et s'enfonce dans le grand espace. Alma se glisse vers son bureau et épluche le tas d'enveloppes. Elle met un long moment à déchiffrer les caractères sur chacune d'entre elles. Cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas lu. Arrivée à la dernière, elle pousse un soupir de déception. Le nom qu'elle y cherche ne s'y trouve pas. Soudain, une main se pose sur son épaule. « Je peux t'aider, jeune fille ?» Alma lève des yeux de biche vers l'employé. Il lui faut une excellente réponse, une réponse immédiate. Elle se souvient du respect qu'inspirait Zulma, la femme au chignon tiré, en passant dans le secrétariat. « Je suis la fille de Zulma. Je suis perdu. Je cherchais son bureau. » La jeune employée s'attendrit aussitôt et se confond en excuses, comme si sa supérieure elle-même se tenait devant elle. Aucun problème. Elle l'emmènerait jusqu'au bureau de Zulma. Elle ne savait pas que Zulma avait une fille. Elle doit d'abord déposer des lettres sur les bureaux de quelques pisteurs. Alma la remercie, souriant timidement. Elle observe la jeune employée ajouter plusieurs lettres à sa pile avant de les rassembler dans un sac de toile. La jeune fille frémit. Il lui faut ses nouveaux noms. Chaque chose en son temps. Sans plus de cérémonie, Alma et l'employé filent entre les bureaux et grimpent l'escalier vers le 2e étage. La jeune fille ne perd pas une miette alors que son accompagnatrice distribue ses lettres. Autour d'elle, le personnel semble agité. Certains ont passé une blouse blanche, avec un pantalon blanc et une ceinture dorée. Bientôt, il ne reste que la jeune femme et Alma dans tout le grand espace. Tout le monde s'est engouffré dans l'escalier. Lorsqu'elle a fini sa distribution de courrier, l'employé indique à Alma le bureau de sa mère et s'éclipse à son tour. La pression se dissipe dans le cœur de la jeune fille. Elle est seule. Les chances de se faire attraper sont un peu plus minces. Sans attendre, elle retrace un à un les bureaux ayant reçu une lettre de la part de l'employé. Sur l'un d'eux, proche des toilettes, elle trouve enfin ce qu'elle recherche. Elle déchiffre lentement le nom du destinataire de l'enveloppe. Tadeusz Talio. Des voix venant des toilettes la ramènent à la réalité. Manquant de temps pour réfléchir, la jeune fille lâche la lettre et se glisse sous le bureau. 2 hommes plongés dans une conversation s'arrêtent non loin. « Je te le dis, l'insurrection est un réel problème. Pourquoi la plupart de nos effectifs sont envoyés à Podgorica ? Si on aide le Monténégro, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est sans parler de cette histoire de frontière. Les insurgés arrivent jusqu'en Albanie. Si on n'a plus de pisteurs pour régler nos propres soucis, on va se sentir malin. »
Les deux hommes repartent et leurs voix s'éteignent entre les bureaux. Alma compose les dernières informations qu'elle a recueillies dans sa tête. Une rébellion vient du Monténégro, à Podgorica. Mais surtout, Tadeusz a reçu une lettre d'affectation. Il ne sait pas encore, mais il va combattre les insurgés. Alma croque dans une carotte en regardant les porcelets dormir contre leur mère, sous un arbre. Elle doit les faire rentrer dans leur enclos, mais elle ne se résout pas à les réveiller. Jane est en train d'inspecter la porte de la grange, capricieuse ces derniers temps. Depuis ses séjours au ministère, Alma la trouve silencieuse. Elle n'en a pas beaucoup parlé, mais la jeune fille sait qu'elle a participé à l'hésychasme. D'après les quelques rumeurs qui lui sont parvenues sur le sujet, ce rituel ne laisse pas indifférent. Elle avait entendu Veli en parler à Jane une fois. Il expliquait son effet particulier sur les purifiés, l'emprise sur les âmes que l'expérience extatique pouvait provoquer. Alma espère que Jane n'a pas été trop touchée. Son regard se perd entre les arbres et elle remarque un homme à la démarche familière se dirigeant vers la ferme. Le vieux fou. Que fait-il si loin de sa cabane ? Roma Roustam Rasputin se déplace en crabe, sa longue barbe par-dessus l'épaule, sa canne faisant des mouvements erratiques à chaque pas. Jane le salue de la main en se dirigeant vers le puits, mais il l'ignore. C'est à Alma qu'il veut parler. Arrivé à sa hauteur, il ne perd pas de temps. Te souviens-tu de notre première rencontre dans les bois ? Alma acquiesce, interloquée. Il s'est passé quoi ensuite ? J'ai rencontré Jane. Oui, Jane. Jane. Et ensuite ? Continue le vieux fou. Quoi ensuite ? T'as rencontré Jane. Et après sa purification, t'as fait quoi de ta vie ? Je l'ai aidé avec son comptoir de commerce. J'ai rencontré Veli. Et Tadeusz m'a attaqué dans la grange. Vraiment ? Combien de temps a passé entre notre rencontre dans la forêt et l'attaque de Tadeusz ? 3 ans. Rasputin écarquille les yeux et jubile en pointant sa canne vers le ciel, comme à son habitude. 3 ans ! 3 petites années. Et t'as fait quoi pendant ces 3 ans ? J'ai aidé Jane avec son comptoir de commerce. J'ai rencontré Veli. Et Tadeusz m'a attaqué. Dans la grange. Le trouble envahit Alma. Elle a l'habitude des bizarreries du vieux fou, mais celle-ci va un peu trop loin à son goût. Ta réponse te semble pas un peu générique, ma fille ? Donne-moi un seul souvenir précis de ces 3 années que tu sembles avoir vécues. Alma s'énerve. Que peut-il bien chercher avec toutes ces questions ? Elle cherche Jane des yeux, comme pour la prendre à témoin de cet étrange interrogatoire. Celle-ci est en train de remonter le seau du puits. Le vieux fou continue. Donne-moi un seul souvenir précis, un seul détail, et je m'en irai. Promis, petite Alma, je m'en irai. Alma réfléchit. Les seuls mots qui lui viennent sont les mêmes que tout à l'heure. Elle a aidé Jane au comptoir de commerce. Elle a rencontré Veli, et Tadeusz l'a attaqué. Elle a beau réfléchir, aucune image précise de ces 3 années ne lui revient. Son cœur s'accélère. Aucun souvenir, je me trompe ? Aucun souvenir. T'as bien grandi pourtant. Pourrais faire un effort, hein. Alma est totalement perdue. Dans sa tête, les souvenirs qu'elle parvient à convoquer défilent. Sa mère allongée près du poêle, froide. Les cassettes vidéo déroulées tout autour d'elle. Sa longue marche sur les chemins, enveloppée d'une couverture. Sa rencontre avec les vagabonds dans la forêt. Cette femme, qui semble si lointaine désormais. Les 3 hommes en costume sortant de la petite maison. La main ensanglantée de Tadeusz Tallio. Jane inconsciente et trempée de sang dans le salon. L'odeur de chair grillée émanant de la cheminée. Et puis le lendemain, elle se voit l'aider à son comptoir de commerce. Elle considère Jane comme sa maman. Ses cochons sont désormais nombreux. Mais aucun souvenir du temps passé. Aucun. Roma ? chuchote-t-elle. Roma l'observe avec ses yeux écarquillés. Il sourit. Roma Roustam n'existe plus. Seulement Rasputin. Le temps s'arrête. Les bruits de la forêt sont comme aspirés dans une faille. Alma ne peut plus bouger. Rasputin lui-même semble parfaitement immobile. Un papillon en pleine course s'est arrêté net à côté de sa tête. Il est suspendu dans les airs. Alma parvient à bouger les yeux. Elle aperçoit les porcelets toujours endormis sous l'arbre, aux côtés de leur mère. Au niveau du puits, Jane vide un seau d'eau dans l'herbe. Elle est complètement pétrifiée. Le cœur d'Alma se serre. Elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle observe. Pourtant, elle doit se résoudre à l'accepter.
L'eau du seau qui est censée se déverser sur le sol est figée dans les airs. De là où elle distingue les éclaboussures et les particules d'eau refusant d'obéir aux lois de la physique. Le moment semble durer des heures. Elle a tout le temps de contempler le papillon stoppé dans sa course à côté du vieux fou. Soudain, l'eau touche le sol. La vie reprend. Le papillon bat des ailes. Rasputin s'est téléporté une dizaine de mètres plus loin, au plus grand effroi d'Alma. Lorsqu'il est sur le point de disparaître, il crie pour la forêt autant que pour la jeune fille. Seulement Rasputin! Le jeune homme claque sa manette contre la table. La frustration qui l'emplit repart aussi vite qu'elle est venue lorsqu'il se rend compte qu'il est toujours en ligne. Il se repeint de son plus beau sourire et s'adresse à la caméra, juste au-dessus de son écran d'ordinateur. Désolé les amis, il semble qu'il y a un petit problème technique. On va laisser l'équipe de la sphère régler ça, et on reprend la semaine prochaine. D'ici là, restez frais les oiseaux. Son écran s'éteint. Il dépose sa manette sur la table et se lève, fulminant. Autour de lui, des spots de lumière l'éclairent de toutes parts. La grande pièce sobre est équipée de plusieurs caméras braquées sur lui. 4 personnes épient chacun de ses mouvements. Détournés de leur bureau, des ordinateurs affichent des organigrammes dans tous les sens, ainsi que des retransmissions des différentes caméras. Le jeune homme explose. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici là? J'ai mis pause quand ça a commencé à merder, mais le jeu a repris tout seul. C'est quoi ce bordel avec Rasputin? Les 4 personnes le regardent, impuissantes. Aucun d'entre eux n'ose être le premier à parler. Le jeune homme lâche un râle de frustration et sort de la pièce en claquant la lourde porte. Alma est dans la sphère, chapitre 1. Peut-être que le risque de mourir vaut les mystères de l'extérieur. Censé être prêt, et ces trucs en morse, je sais pas d'où ça sort. Enfin. Peut-être que le